Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, on a un invité assez qualitatif et je me permets d'imiter Armand de Paris de Sortir du Capitalisme. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Sortir du Capitalisme. Et aujourd'hui, on reçoit Benoît Buy-Bunel de la Critique de la Valeur. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, chers amis, je tiens à préciser, ça va être une émission plus technique que la moyenne des vidéos de la chaîne. Parce que là, ça va parler de Marx, de la critique de la valeur. J'ai pas encore parlé de la critique de la valeur parce qu'effectivement, c'est assez jargonneux. C'est très intéressant, mais on va dire, c'est pour s'initier un peu à la critique sociale un peu radicale. C'est vrai que commencer par là, c'est peut-être ça attaque directement dans le dur. C'est pour ça que j'ai voulu faire des formats basiques pour introduire certains sujets qui sont éminemment complexes. Voilà, comme Marx, la notion de plus-value, le travail, la division, etc. Enfin voilà, on va pas vous réciter le catéchisme marxiste. Et donc voilà, mais la question aussi, je me suis posée quand j'ai voulu m'intéresser à la question de la critique sociale avec Karl Marx justement. C'était, il y a Karl Marx, mais il n'y a pas d'héritier récent de Marx en fait. Et c'est surtout ça en fait qui m'a fait poser question, mis à part Guy Debord. Bon voilà, Guy Debord, on lit un paragraphe et on a du mal à déchiffrer. Enfin bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, là cette émission, ça va être une présentation, une introduction aussi douce qu'on peut le faire, on va dire, pour que ça soit pas trop violent, à la critique de la valeur, qui est justement cette réactualisation, cette relecture, cette update de Marx, version 21e siècle, sans le trahir, bien évidemment. Voilà, et donc à un moment donné, je vais pas en dire plus. Le camarade avec qui je fais l'émission est extrêmement qualitatif, donc je demande un tonnerre d'applaudissements, même si je vous entends pas, pour Benoît Bunel. Bonjour Benoît. Salut. Et donc peut-être présente-toi, voilà, présente-toi aux gens. Je m'appelle Benoît Buy-Bunel, je suis professeur de philo à Montpellier. Je suis aussi militant communiste libertaire dans un groupe qui s'appelle Autodéfense et Révolution. J'ai été militant à Alternative Libertaire, j'ai été militant à l'UCL. J'ai fini par quitter ce dernier groupe pour rejoindre un collectif qui me semblait plus radical et plus dans les luttes, qui s'appelle Autodéfense et Révolution. Je suis aussi théoricien critique à la critique de la valeur et en particulier autour de la maison d'édition Crise et Critique. Par ailleurs, je suis musicien et j'essaye de faire des pièces de théâtre aussi en tant que dramaturge autour de la question de la critique sociale. Pièces de théâtre qu'on peut aller voir à Montpellier et alentour. Mais donc je vais mettre, alors je précise pour les gens qui nous écoutent que je vais mettre tous les liens, ton blog philo qui est technique mais qui est extrêmement digne d'intérêt. Je sais pas si ce que je dis est très, très français quelque part. Donc n'hésitez pas surtout à aller dans la description parce que je mettrai, tu as sorti un livre aussi je crois, c'est l'ère du capitalisme spectaculaire si je dis pas de bêtises. J'ai sorti 3 livres. Oui. Symptômes contemporains du capitalisme spectaculaire à l'Harmattan en 2019 sur une critique de l'industrie culturelle contemporaine.
autour de Lukács, Marx et Debord. J'ai sorti Contre Lordon. Donc j'ai lu quand même les 20 bouquins de Lordon. Il a écrit une vingtaine de bouquins, je les ai tous lus. Et j'ai essayé de faire une critique honnête, pas forcément pamphlétaire, mais simplement honnête de son national-étatisme, de son néo-léninisme, de son keynésianisme larvé, de son spinozisme qui est aussi problématique. Et un troisième bouquin qui sort en janvier a priori, qui s'appelle Approche matérialiste de la critique de la raison pure, donc qui est lui beaucoup plus technique, qui est tout simplement une relecture de la critique de la raison pure de Kant, paragraphe par paragraphe, d'un point de vue matérialiste, marxien et zonrettelien, Zonrettel étant un théoricien proche de l'école de Francfort qui a pensé les rapports entre Kant et la modernité capitaliste. Eh bah, c'est un sacré programme. Je pense avoir eu le. Je crois que tu m'avais filé le PDF à l'époque justement de ta critique matérialiste de Kant. Oui, tout à fait, ouais. C'est pas en mettre entre toutes les mains. Faut que je lise la critique de la raison pure et que je comprenne la critique de la raison pure. Enfin, c'est pas le but de cette vidéo. Je pense qu'on pourra en discuter plus tard quelque part. Bien sûr, bien sûr. C'est de toute façon Kant qui est le big boss final de la du philo game quelque part, j'ai envie de dire aussi. Mais il y a des podcasts sur la Maison du Savoir que vous pouvez trouver où j'ai fait 4 podcasts de 2 heures chacun, où je reprends un peu ce bouquin, où je l'explique de façon un petit peu plus didactique, voilà, pour les non-initiés. Donc c'est sur la Maison du Savoir. Tu me passeras les liens, je les mettrai dans la description pour celles et ceux que ça intéresse. Il y en a, j'en suis sûr. Donc voilà, je mettrai tous les livres de Benoît dans la description, son blog et voire même le lien aussi avec Palimpsao qui me semble un petit peu nécessaire aussi. Et donc, est-ce que tu pourrais la présentation est plutôt pas mal. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours militant? Qu'est-ce qui t'a amené à être anarchiste, enfin communiste libertaire? Mon expérience personnelle déjà est assez chaotique. J'ai végété dans les hôpitaux spécialisés, on va dire, parce que je suis handicapé psychique et j'ai vu à quel point on pouvait nous traiter comme des déchets humains, tout simplement, comme des sous-humains, de façon parfois paternaliste, infantilisante, stigmatisante. On nous met dans des lieux à l'écart de la société aussi, on essaie de nous réintégrer ou de nous désintégrer de façon tout aussi assignante. Et je trouvais que c'était le cas aussi du monde du travail, que c'était le cas d'un bon nombre de personnes assignées à des fonctions féminines, assignées parfois aussi dans la division internationale du travail à une race, etc. C'est-à-dire une certaine notion de la spatialité qui est excluante, enfermante. Donc moi, j'ai vécu ça de mon côté sans faire d'analogie forcément avec les autres expériences d'oppression, mais ça m'a foutu la haine, quoi, si tu veux. Il y avait par exemple une anecdote que j'aime bien, Adorno qui disait « Zonrettel, il est intéressant, mais il n'a pas assez la haine ». Et je pense que pour faire de la critique sociale, il faut avoir la haine, en fait. Et moi, j'ai la haine de par mon parcours et de par ce que j'ai pu vivre. Non pas de façon victimaire en me disant c'est moi qui ai souffert, mais aussi en voyant autour de moi les gens qui ont souffert. Et c'est ça, ça part d'un sentiment, je pense aussi, la critique sociale. Oui. Un sentiment de rage, de révolte, de dégoût, de haine. Et moi, mon expérience personnelle a vraiment alimenté ça. Je dis pas qu'avant ma maladie, j'avais pas déjà cette conscience critique, mais elle s'est radicalisée de par l'enfermement, en fait. D'accord. Moi, j'ai subi l'enfermement, donc je le dis en toute liberté. Et si les gens me jugent pour ça, c'est plutôt eux qui se jugent eux-mêmes que moi-même. J'ai été enfermé et voilà, c'est un peu ça qui m'a radicalisé, quoi. Et je pense qu'une des théories critiques, ou bien un des projets de société les plus critiques qui soient, c'est le communisme libertaire parce qu'il est à la fois anticapitaliste et anti-étatiste. C'était ce qui me convenait tout à fait, quoi. C'est vrai que en tout cas, la plupart des militants et des militantes, il y a toujours ce rapport à la brutalité, à la violence dans leur naissance de conscience politique. Bon, moi, personnellement, c'est né dans les sectes.
Bien que j'ai clairement un passif aussi dans les hôpitaux psychiatriques, mais ça a plus été dans les sectes en fait que cette conscience est née. Et pour les sectes, pour le coup, il y a toujours un truc, la plupart du temps en tout cas, il y a vraiment ce rapport viscéral à la violence en fait, où on est malmené, puis d'un seul coup, dans ce moment-là en fait, il y a de temps en temps, pas aussi souvent que je le voudrais, mais c'est bon. Après, c'est difficile, mais on va dire une espèce de déclic de conscience politique en fait de la violence qui nous entoure. Enfin, une espèce d'envie de comprendre, une espèce de rage profonde, parce que qu'on constate l'injustice, effectivement, il y a une rage sous-jacente, toujours. Et pas une rage autodestructrice, pas une rage injustifiée, ni une rage aveugle, mais une rage qui est humaine. C'est, on veut dire, qu'on vous marche sur le pied, bah vous avez mal quelque part. Donc, voilà, vous dites à la personne, enlève ton pied ou tu en prends une, quoi, quelque part. Donc, bref, tout ça pour dire qu'effectivement, ce parcours-là, donc un lien très fort avec la notion de validisme, en somme, je pense. Bien sûr, mais pas seulement, évidemment, c'est par contamination, c'est une révolte à l'égard d'un ordre social qui assigne à des spatialités, des temporalités segmentées les individus. Je l'ai pu voir dans certains petits boulots que j'ai pu faire aussi, etc. C'est plutôt un diagnostic général. Je ne parle pas simplement du validisme, Oui. bien sûr. Mais moi, c'est ma porte d'entrée, effectivement, ça c'est sûr. Et une société globalement darwiniste sociale aussi. Darwinisme social, oui, c'est vrai. Qui sélectionne les individus en fonction de leur capacité d'adaptation ou d'inadaptation et qui élimine purement et simplement ceux qui sont pas aptes les à la moins lutte. adaptés, quoi. Eh ben, c'est présentation, je pense que pas mal de monde pourront se reconnaître, et ceux qui veulent, pour le coup, les commentaires qui vont insulter Benoît ou qui vont se moquer, je les supprimerai sans aucune forme de pitié. Je vous le dis honnêtement, je préviens, la modération sera là et elle sera attentive. Donc voilà, allons vers le vif du sujet, à savoir la question simple, mais la réponse peut paraître compliquée. Qu'est-ce que la critique de la valeur ? Alors, la critique de la valeur, c'est un courant allemand au départ, qui a une quarantaine d'années, qui s'est constitué autour de Robert Kurz, Orlip, Roswitha Scholz, Norbert Renkle, Lohoff et d'autres, autour de la revue Crisis, sur une refondation du rapport à Marx, autour en particulier d'une distinction fondamentale, le Marx ésotérique et le Marx exotérique. Donc, je vais essayer un peu de définir cette distinction parce qu'elle est structurelle pour comprendre la critique de la valeur. Le Marx exotérique, d'abord, c'est le Marx que nous connaissons tous. C'est par exemple le Marx du Manifeste communiste qui parle de la lutte des classes transhistorique comme étant le moteur de l'histoire. C'est le Marx de la critique du programme de Gotha aussi qui parle de la transition socialiste vers le communisme et d'un redistributionnisme bourgeois temporaire vers une société communiste. C'est aussi le Marx qui est historiquement déterminé et qui décrit la phase d'ascension du capitalisme industriel de son époque. Et c'est un Marx qui est ontologiste le travail, c'est-à-dire qu'il considère que le travail est l'essence de l'homme et que il traduit tout simplement la métabolisation de l'homme avec la nature et qu'il n'est pas à questionner en tant que spécificité historiquement déterminée propre au capitalisme. Donc ça, c'est le Marx exotérique qui est le Marx quantitativement le plus présent dans toute l'œuvre de Marx. Et le Marx ésotérique, c'est plutôt le Marx qu'on rencontre ponctuellement dans les Grundrisse, qui est un ouvrage préparatoire au Capital. C'est le Marx aussi de la première section du Capital, qui va en fait considérer que le travail comme travail abstrait est une spécificité historiquement déterminée propre au capitalisme, qu'il faut partir des catégories de base du capitalisme pour critiquer le capitalisme. Et ces catégories de base sont la valeur, le travail abstrait, la marchandise et l'argent. Ces catégories de base constituent l'essence du capitalisme et elles s'autodéveloppent au fil du capitalisme historique de façon empirique, mais leurs contradictions, parce que c'est des catégories contradictoires, montrent au fil de ce développement empirique
toujours plus l'aberration de ce système. Donc, pour revenir sur les catégories de base, il faut revenir sur le chapitre 1 du Capital, qui est le chapitre sur la marchandise, où Marx explique que la marchandise est à la fois une valeur et une valeur d'usage. Comme valeur d'usage, la marchandise satisfait des besoins concrets, et elle a un corps physique concret. Par exemple, une brosse à dents sert à se laver les dents, et cette utilité de la brosse à dents est directement liée à son corps physique concret de brosse à dents. Par contre, comme valeur, c'est finalement un rapport quantitatif qui permet l'échange, et la substance de la valeur, ça va être le travail abstrait. C'est-à-dire ce qui permet l'échange entre deux marchandises, et ce qui permet leur commensurabilité quantitative, c'est le fait qu'elles ont toutes les deux été produites par du travail en général. C'est-à-dire pas par tel ou tel travail concret, mais par un travail indifférencié et abstrait qui va être la substance de la valeur. Donc, à l'opposition valeur d'usage, valeur, correspond l'opposition travail concret, travail abstrait. Le travail concret, c'est un travail déterminé et spécifique qui, dans la division sociale du travail, va permettre de produire des valeurs d'usage. Le travail abstrait, c'est la substance de la valeur qui permet la commensurabilité des marchandises, et c'est-à-dire leur échangeabilité. Et c'est une indistinction du travail proprement inversante, on va le voir, et je vais revenir sur la thématique de l'inversion. L'argent étant finalement lui-même une cristallisation du travail abstrait en tant qu'équivalent général. Donc là, maintenant, quand j'ai dit ça, on a déjà une détermination un peu précise des 4 catégories dont j'ai parlé: travail abstrait, marchandise, valeur, argent. Et pourquoi c'est une société qui est une inversion systématique? Ça, on l'apprend dans le sous-chapitre final du chapitre 1 du Capital, qui s'appelle le caractère fétiche des marchandises et son secret. Le fétichisme, c'est le fait que des rapports sociaux entre les êtres humains prennent l'apparence d'un rapport entre les choses. Et donc, du coup, c'est comme si les marchandises se valorisaient par elles-mêmes. C'est comme si les marchandises possédaient leur valeur par elles-mêmes, sans que les rapports sociaux interviennent dans cette valorisation. Et donc, c'est comme si les marchandises avaient une volonté par elles-mêmes de se valoriser, et indépendamment des rapports sociaux humains. C'est ce qu'appelle Lukács une seconde nature. Une seconde nature autonomisée par rapport aux êtres humains, qui s'appelle valorisation de la valeur, et qui est comme si les marchandises possédaient leur valeur par elles-mêmes sans qu'il y ait une intervention humaine derrière, sans qu'il y ait du travail humain derrière. Et pourquoi c'est une inversion? Parce que d'une certaine manière, les choses sont personnalisées dans le même temps où les individus au travail sont chosifiés. Donc, on a une inversion, entre choses et individus. Ce qui devrait être un moyen pour les êtres humains, c'est-à-dire les objets produits, devient une fin en soi à travers l'automouvement des marchandises et donc l'automouvement de l'argent, parce que ça revient au même. Et les personnes sont chosifiées parce qu'elles prennent elles-mêmes l'apparence d'un mouvement entre les choses. On a donc une triple inversion entre individu et chose, entre concret et abstrait, et entre fin et moyen. Ce qui devrait être un moyen devient une fin, ce qui devrait être le concret devient abstrait, ce qui devrait être un individu devient une chose. Cette triple inversion constitue l'aberration du système capitaliste. Hans Zemjap, qui a écrit dans Les Aventures de la marchandise un résumé de la critique de la valeur, dit du coup, c'est pas une société qui est immorale, qui est psychologiquement déviante ou quoi que ce soit, c'est une société qui est folle en fait, qui est folle à sa structure même, parce qu'elle inverse systématiquement les fins et les moyens. Donc c'est presque comme si, pour le dire de façon plus simple,
la croissance, par exemple, Oui. la course à la croissance, c'est un fétiche, la croissance, c'est l'augmentation des PIB, et c'est quelque chose qui vaut tous les sacrifices possibles et permis. Et on est prêt à foncer droit dans le mur écologiquement, on est prêt à foncer droit dans le mur économiquement et financièrement, etc., et à détruire le système de valorisation au nom de la croissance, qui implique un processus de dette, qui implique un processus de financiarisation qui est en train de faire couler l'économie réelle, etc. Et donc, pour montrer que finalement ce système tourne en roue libre, on constate que les capitalistes eux-mêmes contribuent à l'autodestruction de leur propre système sans le savoir. Alors si Pour je... expliquer ça, tu peux peut-être me poser une question. C'est-à-dire que sur la notion de travail abstrait, c'est-à-dire que peut-être je vais prendre un exemple peut-être un peu plus concret. Par exemple, d'un point de vue qu'est-ce que le travail abstrait, c'est équivalent, c'est considéré par exemple que le plombier et l'électricien, bien qu'ils font deux métiers différents, avec un fait de la plomberie, avec de l'eau, etc., avec des tuyaux en PVC, et l'autre l'installation électrique, mais on considère, on va dire, exemple totalement absurde, ils sont payés au SMIC, mais on considère que leur travail, bien de qualité différente, vaut entre guillemets un SMIC. C'est ça entre guillemets qu'on met en deux interactions, deux éléments, on en crée indirectement un troisième, c'est-à-dire qu'on considère que c'est la même chose. Cette notion, c'est la même chose, c'est le travail abstrait. On considère que c'est le même travail, entre guillemets travail abstrait, indépendamment de ce qu'ils font concrètement, de la plomberie ou de l'électricité. Leur travail vaut la même chose. Tout à fait, mais là où ça a des effets désastreux, c'est on met sur le même plan la production de marchandises, je dirais potentiellement émancipatrices, comme des livres ou la culture au sens large. Pardon ? La culture au sens large. Oui, voilà, la culture c'est peut-être un petit peu vague, mais en tout cas des livres de théorie critique par exemple, oui, aussi. Oui. Ou des livres de poésie, et la fabrication de produits empoisonnants, destructeurs, des armes. Bombes, des armes. Ça vaut on la est même sur chose. le même plan en fait, quantitatif abstrait, des produits potentiellement émancipateurs et des produits totalement destructeurs. C'est effectivement. Et les deux entrent dans la même logique de croissance, sans qu'il y ait de différenciation qui sont faites. Donc, on a une société qui est totalement inconsciente des effets sociaux et écologiques éventuellement produits par les marchandises, mais qui est simplement à la course d'une plus-value, d'un profit qui est indifférent non simplement aux individus concrets qui travaillent, mais aussi aux effets sociaux de la consommation de ces produits, aux effets sociaux et écologiques. Et ça, c'est très important de le retenir. C'est peut-être un des aspects les plus centraux de la critique de la valeur, c'est cette absence totale de contrôle sur ce qu'on produit. Et donc, on imagine qu'une société post-capitaliste reposerait sur la délibération autour de ce qui est produit, tout simplement. D'accord. La délibération collective autour de ce qui est produit et l'appropriation des richesses sensibles pour un accès immédiat pour tous à ces richesses sensibles. Disons pour faire plus simple, on réfléchit avant de produire, tout simplement. On réfléchit quoi, sur les effets, quelque part. Aujourd'hui, c'est des individus privés qui décident de mettre sur le marché des marchandises sans qu'il y ait la moindre délibération possible à ce niveau-là, quoi. Totalement. Ça pose... Et leur seule finalité, c'est AM, A', c'est-à-dire faire plus d'argent avec de l'argent. Justement, très belle transition. C'est augmenter de la quantité. Donc l'ordre quantitatif ignore l'ordre qualitatif. C'est-à-dire que là, justement... C'est la quatrième inversion, d'ailleurs. Excuse-moi, je finis. Pardon, oui, c'est moi. Pardon. Entre quantité et qualité, finalement. Tout à fait. Et justement, ces schémas, comment dirais-je, justement, ce que tu appelles l'inversion, c'est-à-dire que le moyen devient une médiation et la médiation devient un moyen, c'est le fameux schéma économique marxiste, c'est marchandise, argent en marchandise, c'est-à-dire que l'argent dans ce schéma-là, dans les sociétés féodales, si je ne dis pas de bêtises, dans le schéma de Marx, c'était l'argent venait une médiation entre deux marchandises. Et là, justement, dans la société capitaliste, il avait théorisé le A, marchandise, A'. C'était l'argent, une marchandise et un bénéfice, c'est-à-dire plus d'argent. C'est-à-dire que l'argent était
le début et la finalité du processus. Là où dans le système féodal, si je ne dis pas de bêtises, c'était juste une médiation entre deux marchandises. Donc effectivement, quand Benoît parlait d'inversion, il parlait aussi de cette inversion-là, c'est-à-dire que l'argent n'est plus une médiation pour avoir autre chose, c'est-à-dire un objet utile. L'argent devient le début et la finalité du processus. Oui, A', ça décrit le circuit de l'argent pour les capitalistes. Et tout simplement, un capitaliste détient une certaine somme d'argent parce qu'il l'a hérité ou emprunté. Il achète avec ça donc c'est A. Il achète avec ça des facteurs de production objectifs et subjectifs. Donc, objectif, c'est les matières premières et auxiliaires et les machines. Subjectif, c'est la force de travail. Et il en découle A'. Pourquoi il en découle A'? Donc, A', c'est A plus delta A, c'est-à-dire A plus plus-value. Pourquoi il y a plus d'argent à la fin? Parce qu'il y a une marchandise achetée par le capitaliste qui produit plus de valeur qu'elle n'en coûte. C'est la force de travail, parce qu'elle est exploitée et qu'elle doit effectuer un surtravail, c'est-à-dire un travail gratuit dans sa journée de travail. Et par exemple, ça nous fait réfléchir sur le taux de plus-value. Le taux de plus-value, c'est tout simplement le rapport entre le travail nécessaire, c'est-à-dire le travail qui est nécessaire pour reproduire la force de travail, et le surtravail, c'est-à-dire le travail gratuit. Si par exemple, dans une journée de travail, il y a 6 heures de travail nécessaire et 6 heures de travail gratuit, le taux de plus-value est de 6 sur 6, c'est-à-dire de 100%. D'accord. Ouais, je pense que c'est une belle présentation. C'est plutôt pas. Je pense que c'est compréhensible. Je pense que certains vont réécouter plusieurs fois pour comprendre, mais je pense que c'est accessible. Et comment dirais-je et d'un point de vue historique, le courant de la critique de la valeur s'inscrit dans quel. Enfin, même si je sais qu'ils veulent pas s'inscrire dans un courant prédéterminé, mais on va dire historiquement. Ils sont affiliés à Marx, mais est-ce que tu pourrais nous dire plus d'un point de vue historique, justement, de la critique de la valeur? Bah alors, il y a quand même une filiation avec la première école de Francfort autour de Adorno, Horkheimer et compagnie. Ça, c'est sûr, même si on critique un petit peu le circulationnisme de ces auteurs, c'est-à-dire leur tendance à s'attacher uniquement à la question de l'abstraction-échange et donc de la circulation, et pas assez à thématiser la production. Le pessimisme aussi ontologique de ces auteurs, qui est totalement compréhensible dans une époque fasciste, peut-être questionné. En tout cas, il y a une filiation claire avec la première école de Francfort, ça c'est sûr. Même si c'est un rapport critique à cette Bien évidemment. première école de Francfort. Rozdolski aussi, qui a écrit un ouvrage sur les origines du capital en travaillant sur le texte des Grundrisse, et qui est le premier à parler de Marx ésotérique et de Marx exotérique. D'accord. La Neue Marx-Lecture, donc de Reichelt et Backhaus, qui sont issus, qui sont des élèves de Adorno, en fait, et qui ont essayé de relire Marx à partir de Hegel, des Grundrisse, etc. Et puis, comme filiation qu'on peut imaginer, c'est pas une filiation là, mais c'est plus une continuation. En France, on a un auteur qui s'est rapproché de la critique de la valeur tardivement, c'est André Gortz, qui a écrit par exemple Adieu au prolétariat, et qui a remis en cause l'idée que la lutte des classes était forcément révolutionnaire. Donc, on a des auteurs comme ça qui sont effectivement susceptibles. Et dans l'anthropologie, Marshall Salins, des gens comme ça qui ont remis en cause l'ontologie du travail sont aussi intéressants. Et Hans Zemjap les questionne dans son ouvrage Les aventures de la marchandise. Je ne dirais pas que c'est des filiations, je dirais plutôt que c'est des lectures utiles qui enrichissent la critique et qui permettent de réfléchir sur la critique de la valeur, mais il n'y a pas de filiation au sens strict, parce qu'il y a toujours un rapport critique à ces sources. Totalement. C'est même Isaac Rubin, je crois aussi, si je ne dis pas de bêtises. Lucas, je dis de bord. J'ai oublié, ouais.
Et Guy Debord, évidemment, pour le côté français, effectivement, Mhm. surtout en France. Mhm. Il y a un Zenjab qui a écrit un bouquin sur Guy Debord. Que j'ai commandé Assez d'ailleurs, que étonnant. j'ai toujours pas lu. C'est Guy Debord, oui, c'est vrai que Guy Debord, c'est pour la société du spectacle, c'est bon. Je vais faire un épisode, un de ces quatre là-dessus, parce que entre le livre et ce qui est dit, faut vraiment le déchiffrer. C'est enfin bref, une fois qu'on a un peu qu'on a décrypté ce que veut dire Guy Debord, c'est très intéressant, mais il faut avoir un peu le décodeur, et c'est là aussi, je pense que, enfin, tu pourras jouer un rôle aussi dans le décodeur. Très bien. C'est aussi dans la critique de la valeur, il y a aussi ou appelé critique de critique dissociation. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette notion de dissociation aussi, qui peut être assez subtile à comprendre? Alors oui, là, c'est plus... donc, il y a une scission entre Crisis et une nouvelle revue qui s'appelle Exit Mhm, dans les années 2000. Euh, et c'est Rosita Scholz et Kurtz qui ont aussi en particulier rejoint Exit, mhm, qui insiste beaucoup sur la valeur dissociation, qui est en fait une théorie du patriarcat producteur de marchandises. C'est-à-dire, c'est l'idée que le patriarcat a une spécificité dans le capitalisme, au sens où il est dissociateur. Et la théorème de la dissociation que Rosita Scholz pose en 1992, c'est que la dissociation forme-contenu, nature-culture euh, est sexospécifique, c'est-à-dire qu'elle a une spécificité de genre. Euh, la nature va être assignée aux femmes, mhm, la culture au sujet masculin blanc. mhm. La forme va être assignée au masculin aussi et le contenu au féminin. C'est ça. Donc, cette dissociation de base, elle est liée au fait que le capitalisme a besoin pour se constituer, de constituer une sphère publique de la valorisation et de la politique qui soit la plus fonctionnelle possible et qui représente la domination masculine, si on veut. Mhm. Et dans le foyer privé, les femmes vont être dissociées de cette sphère publique pour reproduire la force de travail. Et donc, cette dissociation, elle correspond aussi à des éléments affectifs et émotifs. Les femmes vont être associées à la sensibilité, à l'amour, à la sexualité, euh, et l'homme va être associé à la compétitivité, à la rationalité, à la forme, à la valeur. Et il y a le fameux article de 92 qui s'appelle La valeur, c'est le mal, qui veut dire tout simplement que la valorisation de la valeur économique, c'est la sphère de la domination masculine et que les femmes ne sont que dissociées par rapport à cette sphère dans la mesure où elles doivent, dans le foyer privé qui est une sphère presque non reconnue, Mhm. reproduire la force de travail masculine et être associées à toutes les activités non publiques et non rationnelles. D'accord. Donc, la dissociation et la valeur et la dissociation. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une valorisation de la valeur, il faut qu'il y ait une dissociation sexospécifique. Et la dissociation sexospécifique elle-même suppose qu'il y ait une sphère publique de la valorisation de la valeur qui est dissociatrice. Donc, les deux s'imbriquent complètement et on ne peut pas les distinguer. J'ai envie de dire quelque part aussi, ça rejoint le côté bifide de la marchandise, le côté bifide du travail. Là, c'est le côté bifide du foyer aussi, quelque part, ou de la société. Bah, ça, c'est la théorie plutôt de Cornelia Hafner, l'idée que la valeur d'usage Mhm. est assignée à la femme et que la valeur est assignée à l'homme. Mhm. Et ça peut être critiquable. Oui, Ça a été critiqué par Rosita Scholz dans son ouvrage Sexe et d'accord. capitalisme. Je ne vais pas entrer dans les détails, là, ce serait vraiment Trop technique, trop oui. technique, mais en tout cas, ton intuition est intéressante, mais c'est compliqué parce que Oui, la valeur d'usage elle-même appartient à la sphère de l'économie, en fait. aussi, oui. Donc à la sphère de la domination masculine. C'est vrai que, mais quand la manière dont on parlait, ça me faisait penser au caractère bifide de la marchandise et du travail. C'est juste ça qui m'était venu. Effectivement, tu as raison de me reprendre. Et d'accord, dissociation, voilà, c'est effectivement tout ce qui n'est pas dans le cercle de valorisation est vu comme quelque chose d'inférieur, je vais pas dire de nuisible, mais quelque chose d'inférieur, en tout cas qui rentre pas dans un élément positif.
Tout à fait, on pourrait même parler de dissociation raciste, Aussi, oui, même c'est vrai. si Roswitha Scholz n'en parle pas. Trenkle, dans 8F sur la Aufklärung, Mm. semble envisager une dissociation raciste et même anthropocentriste, C'est au vrai. sens où le non-humain ou la personne assignée au racisme, soumise au racisme, pardon, Mhm. vont être aussi dissociés de la sphère de valorisation masculine et blanche. C'est ça, oui. Qui est. Donc, du coup, les périphéries, par exemple, enfin, je déteste ce mot de périphérie d'ailleurs parce que c'est déjà en soi un terme dissociant. Mhm. Mais les périphéries par rapport aux centres Mhm. occidentaux vont être dans un rapport de dissociation par rapport à ces centres. C'est vrai, oui. C'est vrai que quand on parle de Marx et enfin, c'est ce que tu disais sur le Marx exotérique, le Marx de la lutte des classes. Certains ou certaines veulent faire que de la lutte des classes au mépris du racisme, etc. Enfin bref, enfin, sur Internet, on voit à peu près de tout et donc effectivement, Oui, mais ça, c'est même pas à prendre en compte, hein. je suis d'accord, faut mépriser. Enfin, Ça, c'est du folklore, marxiste-stalinien. oui, on est bien d'accord, mais il faut le dire effectivement que la lutte des classes prend en compte enfin, en tout cas la critique de la valeur prend en compte la lutte des classes, articule lutte des classes, lutte des genres et racisme, antisémitisme, Non, etc. non, la critique de la valeur critique la lutte des classes, justement. Ah oui, enfin, la Ça, critique. c'est le côté le plus polémique, Mm. effectivement, la critique de la valeur, Mm. qui explique, Trenkle dans Lutte sans classe explique qu'il n'y a plus de prolétariat en soi ou pour soi aujourd'hui Mhm. à cause de la fragmentation du prolétariat. C'est ça. Donc, je ne vais pas revenir en détail là-dessus, Oui. ça va être, je vais avoir une flopée d'insultes après. Non, Euh, du tout, non. Je ne pense pas, mais voilà, en tout cas, j'espère pas. En mais tout cas, je l'idée, vous c'est qu'il n'y a surveille. plus de classe en soi et plus de classe pour soi. Mhm. Possible du côté du prolétariat. Je pense qu'il y a une classe pour soi bourgeoise, ça c'est Mhm. évident. Ouais. Il y a des intérêts bourgeois qui sont défendus collectivement par la classe bourgeoise. Je pense que la classe prolétaire aujourd'hui en tout cas, c'est pas moi qui le pense, là je Oui. fais que parler de l'article de Trendler. Mhm. Il parle d'une telle fragmentation du prolétariat et il dit aussi que l'ouvriérisme n'est plus possible aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est Voilà. vrai. Et ça rejoint aussi la question quelque part aussi qui a été un gros travers au 19e et dans une partie du 20e siècle, qui a été le messianisme ouvrier aussi. Que la critique de la valeur nie à raison quelque part. En tout cas, dit à un moment donné, il faut arrêter avec ça, ça n'a plus lieu d'être. Oui, Quoi. c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, faut le dire, il faut répéter le messianisme. Mais c'est pas parce qu'on renonce à l'idée de lutte des classes révolutionnaires qu'on renonce pour autant à la lutte contre la bourgeoisie. En tout cas, oui, totalement. C'est la lutte des classes, celle qu'elle a été théorisée, effectivement, doit être repensée, réétudiée, etc. Donc, à un moment donné, c'est pas une question, on rend les armes et on se rend. C'est pas question de ça dont il est question, c'est juste repenser la question. Comment on fait, quelque part. C'est sur quelle base, effectivement, et dans ce sens-là, il faut prendre en compte le racisme, l'antisémitisme, la pensée la domination patriarcale, etc. Et parce que ça a été pendant très longtemps, le racisme a été nié au nom de la lutte des classes aussi pendant très très longtemps. Donc à un moment donné, c'est surtout au sein du PCF d'ailleurs et même dans certains cercles libertaires. Mais ça, c'est une autre histoire, j'en parlerai plus tard. Et donc ceci étant dit, peut-être la question, je sais pas si c'est la plus méta ou la plus complexe ou peut-être c'est la question moi qui me fait vibrer un petit peu quelque part. Est-ce que, enfin même si c'est plusieurs questions pour le coup là, c'est est-ce que le livre 1 est l'œuvre la plus révolutionnaire de Marx? Ici oui, quelque part, quelle est sa genèse, quel est vraiment voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire finalement du livre 1, si c'est vraiment l'écrit le plus révolutionnaire de Marx? Non, moi je suis pas d'accord, je pense qu'il faut lire les 3 livres. Je pense qu'il faut lire les 3 livres parce que dans le livre 3, il y a la question du capital financier, de la baisse tendancielle du taux de profit, des contre-tendances. C'est décisif pour comprendre la théorie des crises de Marx. Dans le livre 2, il y a la question de la circulation, AMP, M', du capital commercial, pourquoi il est improductif, des faux frais. Je pense qu'il faut lire les 3 livres. Et mais sans perdre de vue le chapitre 1, c'est tout ce que j'ai envie de dire, quoi. D'accord. Sans perdre de vue ce qui a été acquis dans le chapitre 1, c'est-à-dire une désontologisation du travail. D'accord.
Je crois que, de souvenir, je crois Althusser avait dit à ses étudiants à l'époque, dans les années 60, Althusser qui était le grand intellectuel du Parti communiste dans les années 60 en France, qui avait dit à ses étudiants, si j'ai bonne mémoire, qu'il fallait sauter les premiers chapitres du livre 1 pour le lire. si j'ai bonne Oui, mémoire. voilà, c'est pour ça qu'on l'a beaucoup critiqué à la critique de la valeur. Althusser, il disait pas qu'il fallait le sauter, il disait qu'il fallait lire peut-être à la fin, mais Althusser peut-être devinait que son biais un peu productiviste était radicalement critiqué dans le chapitre 1 Mhm. et que du coup c'était dangereux pour lui de commencer par ce chapitre 1, quoi. Certainement. Et donc, ça, je pense qu'on a à peu près fait le tour pour la critique de la valeur. Mais après, la question la plus épineuse, et peut-être la plus polémiste, et là, on va commencer à sentir l'odeur du sang, de manière raisonnable et critique, mais quand même un peu l'odeur du sang. Finalement, qu'est-ce qui distingue la critique de la valeur, par exemple, d'un Lordon ou d'un Friot, par exemple? Peut-être tu veux commencer par Lordon ou Friot? Bah, Lordon, si tu veux, mais Ok. Lordon est national-étatiste, il oscille entre une forme de néo-keynésianisme mélanchonien Mhm. et de néo-léninisme un petit peu étrange. Je pense que c'est surtout des pensées confusionnistes aujourd'hui. Il critique aussi la finance. Peut-être que le plus grand point de tension, c'est qu'il a tendance à critiquer beaucoup la finance au nom de l'économie réelle, Ouais. et que ça, c'est ce qu'on appelle de l'anticapitalisme tronqué, c'est-à-dire que la finance n'est pas isolée par rapport à l'économie réelle. C'est parce qu'il y a une crise dans l'économie réelle depuis les années 70-80 Mhm. et une financiarisation de l'économie qui n'est qu'un effet, qu'il y a une dévalorisation, une désubstantialisation de la valeur. Et vouloir sauver l'économie réelle au nom d'une critique de la finance, c'est ne pas voir que les deux sont imbriqués complètement, en fait. Et que Totalement. le problème se situe au niveau de la contradiction interne de l'économie réelle. C'est vrai. Donc, et par ailleurs, ça peut autoriser des formes d'antisémitisme. J'allais y venir, justement. Euh, je veux pas dire que Lordon est antisémite, il n'est pas du tout antisémite. Bien sûr. Mais par contre, ça peut donner lieu à des récupérations, c'est juste ce que je dis. Oui. C'est-à-dire que la critique, l'anticapitalisme tronqué, comme l'a montré Moïse Poston, Mhm. qui critique uniquement la finance au nom de l'économie réelle, peut déboucher sur un antisémitisme structurel, Mhm. dans la mesure où on va assigner le côté abstrait de l'économie, comme la finance, aux juifs, le côté concret, comme l'économie réelle, au bon capital national qu'il faut préserver. Et finalement, Lordon, lui, a aussi une tendance très franco-française à vouloir protéger les frontières. Il a écrit ça dans un article il y a quelques années, il y a quelques mois. Il parle de frontières intelligentes. Il a fustigé le manifeste des migrants de Mediapart. Enfin, il est sur une position quand même très franco-française. Mhm. Donc, ça n'empêche pas des dérives. Voilà, cet anticapitalisme tronqué. Euh, Même si Lordon est plutôt impeccable sur la question de l'antiracisme. Oui. Enfin, bon, on ne peut pas lui reprocher d'être antisémite. Mhm. Je noterai juste que son ami Bernard Friot soutient Chouard, qui est un antisémite notoire, et que Ruffin a aussi salué Chouard pendant les Gilets jaunes sur la question du RIC, et que Ruffin et Lordon sont très très proches. Donc voilà, il accepte quand même certains discours un petit peu craignos Mm. et des rapprochements Extrêmement douteux. Mhm. extrêmement douteux. Mais bon, je pense que la question de l'antisémitisme ne le concerne en rien, Mhm. ne l'intéresse pas Mm. et qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Donc on peut dire en substance que Lordon est plus antilibéral qu'anticapitaliste. Anti-néolibéral, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Et qu'il est pour un bon capitalisme national, productif, créateur de richesses et d'emplois. Enfin voilà. Faut pas exagérer là-dessus parce Mm. qu'il se dit communiste. Mhm. Donc on peut pas dire qu'il est pour un bon Mm. capitalisme national, etc. D'accord. Dans Figure du communisme, il Mhm. propose presque une utopie communiste. Mais comme ce communisme reste quand même tendanciellement productiviste et étatiste, on peut dire que c'est un capitalisme d'État, je dirais plutôt. D'accord.
D'accord, très bien. Pour Lordon, je pense que c'est des propos qui peuvent totalement s'entendre et se comprendre. Et pour Bernard Friot, quels sont peut-être les points de friction avec Friot, enfin, ou les points de désaccord, plus que de friction, je dirais. Ben, Bernard Friot pense que le salaire socialisé est une radicalisation d'une institution dans le capitalisme qui serait anticapitaliste, à savoir la sécurité sociale, Mhm, et que donc du coup, il faut juste bénéficier de ce qui a été fait, des conquis sociaux comme la sécurité sociale, mhm. et le radicaliser à l'ensemble de la société pour voir émerger une société communiste. Euh, le problème, c'est que il établit une grille de salaire de 4 niveaux de qualification entre Mhm. 1600 et 6000 euros, je crois, Mhm. qui reste méritocratique et qui ne prend pas en compte des données sociologiques de base dont a parlé Bourdieu, par exemple, sur la Oui. question de la distribution des capitaux. Mhm. Euh, il ne prend pas en compte aussi le fait que son utopie a besoin d'un État central très fort pour mettre en place ses préconisations. Or, l'État n'est que dérivé par rapport à l'économie capitaliste. Donc, si Mhm. vous avez de l'État, vous avez encore du capitalisme. Il ne prend pas en compte non plus le fait que, d'une certaine manière, la division entre travail intellectuel et travail manuel ne sera pas abolie parce que c'est la question de la qualification au niveau des études qui fondent les niveaux de qualification et donc du coup l'incorporation du travail intellectuel fonde des qualifications plus importantes et un salaire plus important. Et surtout, moi, j'ai vu un échange entre Lordon et Friot sur la question de la mise au travail. Lordon questionnait Friot en disant, oui, c'est très joli le salaire socialisé, mais comment on va mettre au travail les gens s'ils ont un salaire à vie? Et Friot disait que les niveaux de qualification étaient un moyen de mise au travail, au sens où il prenait par exemple l'exemple de descendre les poubelles. Qui va descendre les poubelles? Mhm. Eh ben, Friot imaginait que si on descendait les poubelles, on avait plus de chances de promotion dans son système de qualification. Et donc, c'était temporaire et c'était un moyen de monter les échelons progressivement. Donc, en gros, ils reprennent l'état technique de la spécialisation de la division capitaliste du travail, ils se la Mhm. réapproprient Mhm. sans questionner en fait son côté complètement aliénant, Mhm. dissociant et spécialisé. Oui. Euh, et ce qu'a montré Lukács, par exemple, dans l'histoire des consciences de classe, Oui. c'est que le degré de spécialisation technique de la division du travail est indissociable de la dynamique de plus-value relative et Mhm. donc est un héritage en fait du capitalisme. C'est ça, oui. Donc, si on reste dans cet héritage, on ne va pas dépasser le capitalisme. D'accord. Et je crois que Friot, comment dirais-je, dans sa vie, ça, tu me corrigeras si je fais des erreurs, je pense, mais Friot, dans sa vision, on est tous fonctionnaires de l'État aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, complètement, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Donc c'est un plus, enfin, en plus, Friot, c'est un ancien stalinien, si je dis pas de bêtises, non? Faut pas exagérer, il a été dans un parti, effectivement, qui a fricoté avec le stalinisme, mais Enfin, même ça, si. c'est pas des arguments qui me paraissent aujourd'hui. Si, c'est bien de le dire. Hmm. C'est ce qu'avait dit un de nos camarades, d'ailleurs, dans un article que tu avais sûrement lu, j'imagine. Oui, j'imagine aussi, oui, même si j'ai Euh, plus le nom de l'article en tête. il disait exactement ce que tu dis. Hmm. Moi, je suis d'accord pour le dire, mais Hmm. je Est-ce pense que. qu'aujourd'hui, il n'en est plus là. Son D'accord. projet, il n'est pas stalinien non plus. Hmm. Il est autoritaire, ça c'est sûr. Il est Oui. travailliste, il est étatiste, il est altercapitaliste. C'est tout Mhm. ce qu'on peut retenir, quoi. D'accord, ouais, mais sur ça, effectivement, je suis totalement d'accord. Non, c'est juste pour situer un petit peu la pensée, pas l'essentialiser ni le rendre le figé à un truc quelque Oui, part, en fait. voilà, le renvoyer à ça, c'est un peu C'est un peu facile. bon, voilà, c'est un peu. Justement, le renvoyer à ça, c'est nous empêcher de critiquer ces propositions d'aujourd'hui, justement, euh, et dire de toute façon, c'est pas intéressant. Non, il faut lire ces livres. Moi, j'ai lu 2, 3 livres de Bernard Friot et j'ai vu à peu près ce qu'il voulait dire.
Et il faut se questionner aussi pourquoi aujourd'hui, Lordon, Friot, etc., ont autant le vent en poupe et sont autant écoutés. Mhm. Pourquoi leur alternative séduit et qu'est-ce que ça implique dans le champ idéologique français de gauche, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et après, peut-être aussi, justement, vu que Friot t'avait parlé de la dissociation entre intellectuel et travail manuel, et c'est une parfaite transition pour dire, effectivement, et l'opposition de la critique de la valeur, enfin l'opposition, en tout cas, la prudence, pas l'opposition, la prudence de la critique de la valeur sur le monde universitaire. Oui, il y a un refus de parvenir à l'université, ça c'est sûr. Mhm. Il y a une critique radicale de l'université que Clément Homs a formulée de façon assez claire, je trouve. Mhm. Et c'est pas à l'université que les choses se passent. Après, il faut questionner aussi le statut de la théorie critique, qui est quand même très technique. Oui. Moi, j'avais écrit un petit texte sur la théorie critique et validiste, Mhm. parce que moi-même, pour avoir fait des dépressions très longues, j'étais incapable de lire le moindre texte théorique. Donc ça me faisait violence, quoi, d'une certaine manière. Mhm. Et je pense que ça fait violence à beaucoup de gens qui ont des troubles psychiques, la théorie critique. Mhm. Non pas que ça les fasse violence, mais juste que ça ne s'adresse pas à eux. Totalement. Et donc, tout simplement, dire que la théorie critique est nécessaire, mais non suffisante, quoi. Il faut d'autres modes d'action, d'autres modes de communication, d'autres modes de... Là, j'ai parlé presque comme un conférencier sur des trucs techniques. C'est pas forcément l'idéal pour s'adresser à tout le monde, quoi. Enfin, et il faut juste faire preuve de modestie et se dire que c'est insuffisant, quoi. Bah, c'est surtout, en Le fait... faire, Oui. c'est intéressant, ça donne des outils peut-être à certaines personnes et c'est très bien si c'est le cas. Mhm. Mais c'est nécessaire, mais non suffisant, c'est ça qu'il faut dire. C'est pour ça aussi que je jongle aussi, enfin je jongle. J'essaie un peu de théorie avec la critique de la valeur et un peu, tu vois, avec Sylvain, la critique de la vie quotidienne, les conseils ouvriers qui peuvent stimuler un imaginaire, tu vois ce que je veux dire, c'est une espèce de dosage entre les deux, on va dire ça comme ça, effectivement. Ouais, bien sûr. Ouais. Même c'est le but de cette émission, enfin c'est le même but de cette chaîne. C'est pour l'instant il y a des entretiens, bon là qui est un peu plus technique que le reste de la production de vidéos, mais aussi c'est comment faire de l'accessible en fait, comment les gens se sentent concernés, comment provoquer un déclic de conscience politique, en tout cas s'il est déjà là, l'approfondir dans un sens intéressant et émancipateur. Ça c'est un débat moi qui m'anime, enfin c'est une question qui m'anime énormément quoi. Et c'est même, t'as raison, même quand on avait préparé cette émission, chers amis, j'avais dit une introduction en douceur. J'ai bien insisté sur ça. C'est bon, la Non, douceur. mais Oui, pardon. si je peux être plus concret, excuse-moi de te couper. Vas-y, oui. Si je peux être plus concret, c'est un sentiment de révolte au travail, Mhm. c'est-à-dire le sentiment que notre souffrance n'est pas du tout prise en compte, Mhm. que notre individualité émotive, affective, qualitative n'est pas du tout prise en compte au travail, quel que soit le travail d'ailleurs, Oui. et en particulier dans certains travaux particulièrement aliénants, que dans la consommation, on est totalement dissocié entre une conscience écologique aujourd'hui de plus en plus forte chez les personnes, Mhm. et en même temps une consommation qui est destructrice pour l'environnement. Mhm. Donc tout un tas de dissociations qui nous rendent fous finalement, qui créent des... C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur le validisme. Mhm. Quand je dis fou, moi-même je suis fou, donc je me permets d'utiliser ce mot, c'est pas forcément de façon validiste que je voulais le dire, mais qui nous rendent complètement dissociés, quoi. Marx, il dit dans l'introduction à la philosophie de Hegel, il faut que la honte soit plus honteuse encore. Mm. Et c'est ça que la théorie critique peut faire. Totalement. C'est-à-dire faire en sorte que la honte soit plus honteuse encore, que le scandale soit plus encore scandaleux encore, et que ce sentiment de révolte se réveille au fil de la lecture de ces textes. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Totalement, c'est que je dirais une haine viscérale constructive quelque part. Je dirais ça dans ce sens-là. Mais même si, enfin bref, ce sentiment-là, cette question-là, je pense que c'est une question qui peut faire au moins 5-10 émissions tellement qu'elle est vaste, tellement que l'indignation, tellement enfin bref, je pense que c'est une question extrêmement vaste. Et donc, qu'est-ce que Lordon, Friot, le monde universitaire, effectivement, je crois même que Kurtz avait refusé le monde universitaire. Il a viscéralement, oui.
C'est-à-dire qu'il a voulu bosser je sais plus quel travail il a fait, mais ça arrivait à un tel point en fait qu'il refusait l'université et qu'il préfère aller bosser tout en produisant sa relecture de Marx aussi. Oui, complètement. Il a été chauffeur de taxi, il a rangé des journaux et il est resté prolétaire toute sa vie et il a refusé un poste à l'université au Brésil. Et il a vendu quand même 20 000 bouquins de son œuvre. L'effondrement de la modernisation, le livre noir du Capital. C'était un auteur assez connu en Allemagne. Et voilà, enfin, comme quoi c'était pas juste un discours théorique, c'était aussi quelque part un sentiment viscéral en fait, quelque part, pas juste être un petit commentateur, enfin entre guillemets, enfin c'est pas du tout méprisant, mais voilà, juste un énième commentateur universitaire qui fait son étalage, même si bon ça peut avoir son intérêt quelque part, mais disons qu'il avait poussé le sentiment d'indignation un peu plus loin quoi. Et donc est-ce que par rapport à la critique de la valeur, par rapport aux critiques des catégories du capitalisme, à savoir le travail, etc., la dissociation, etc. Est-ce que, à peu près, même si je m'attends pas vraiment à un exposé géopolitique, c'était juste en guise un petit peu de pistes de réflexion, quel mouvement de contestation te semble vraiment intéressant dans le monde, en France, enfin quel mouvement vraiment te vient à l'esprit en termes de mouvement intéressant, même qu'il soit ou non affilié à la critique de la valeur d'ailleurs, mais d'un point de vue lutte globale dans le monde, quel mouvement te semble intéressant? Bah moi les ZAD déjà ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une rupture, c'est des formes de vie qui sont en rupture quand même avec l'économie marchande de façon pas totale, mais au moins partielle. Et c'est des mouvements d'occupation et de sabotage que moi je trouve extrêmement intéressants. Et le Chiapas aussi. Peut-être Energia à Athènes, peut-être, non? Je connais moins. Bon, sûrement. On embrasse Yuntas. Et donc, voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à nos chers amis pour conclure un peu cet entretien d'introduction à la critique de la valeur? Bah, moi, j'espère que s'ils tombent sur ces textes, que la honte devienne plus honteuse encore, ce serait bien. Ça, c'est la honte quelque part que la honte les étouffe aussi quelque part. Ça, je pense que ça pourrait être. Non. Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. J'ai pas dit que nous, on doit se sentir honteux. Que la honte du monde. Voilà, c'est ça, bien sûr. J'ai pas du tout voulu dire que la honte nous étouffe. C'est pas productif. Non, c'est pas productif, j'entends bien, mais ça m'a pensé à une phrase un peu de théâtre, c'est que la honte les étouffe, ça m'a fait un peu penser à ça. Mais effectivement, que la honte devienne vraiment beaucoup plus visible, beaucoup plus. Genre de sorte qu'on puisse plus la nier ou détourner le regard aussi, c'est surtout ça que je pense. Voilà, c'est ça, ouais. Mais c'est pas à nous d'avoir honte, c'est pas la question. Bien évidemment. Enfin, et Benoît, alors comment tu penses de cet entretien? Eh ben, merci beaucoup. J'espère que j'ai été assez clair. C'est peut-être un peu rapide sur ce format-là. Moi, je pense que la théorie critique de la valeur est très intéressante. Après, elle n'empêche pas des compléments. Elle n'empêche pas toute théorie à ses limites. J'ai pas parlé de la théorie de la crise. J'aurais pu en parler. Peut-être pour une prochaine fois, mais en tout cas, voilà, j'avais un peu peur que l'émission fasse plus de 2 heures, et là, on est à peu près à 1 heure, et franchement, j'ai envie de dire, j'ai fait fermer la bouche de quelques personnes, je vous vois, et je vais me moquer de vous. Donc voilà, je pense, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, et surtout, allez voir dans la description pour aller sur le blog de Benoît, peut-être même lire ses livres, etc., voir son blog, ses livres, etc., bien que ça non, mais c'est costaud, on va dire ça comme ça, c'est assez costaud. Donc commencez par son blog déjà, premier un contact avec son blog de philo critique, ça vous situe le niveau du bonhomme. Après peut-être sur les livres, de toute façon je mettrai tout dans la description, je mettrai le lien aussi de Palimpsao, etc. sur le blog de la critique de la valeur en général. Enfin bref, c'était Martin Eden et Benoît Bunel en direct du Goulag, bisous à vous. Merci.